The Fisher King de Terry Gilliam. Avec Robin Williams et Jeff Bridges, date de 91. Il a été écrit donc par Richard Lagravenès, qui est en fait connu pour avoir aussi écrit Sur la route de Madison, Eric Brockovich, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, et même plus récemment, Il était une fois deux. Je n'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. Et il a été nommé pour l'Oscar du meilleur scénario pour ce film, justement. D'ailleurs, le film a gagné l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Mercedes Ruehl. Je sais. Oh, mon bébé. Je pense que Robin Williams aurait dû aussi... Quoi Chut, chut. Excuse. Parce que je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Merci. Peu de gens citent ce film quand on parle de lui. Il a pourtant eu le Lion d'Argent à la Mostra de Venise en 91. Il a été aussi nommé au meilleur film. Enfin bref. Tenez, Cramouille contre Cramouille, ça a eu un Oscar. Allez, sortez. Déjà, parlons un peu de ce film, l'histoire. Donc c'est un film de Terry Gilliam. Aucun Monty Python dans ce film. Mais l'esprit des Monty Python se retrouve un petit peu. Alors, pourquoi ? En fait, on y parle de la quête du Graal, mais donc ça se passe dans les années 90 à New York. On suit donc notre premier personnage, notre protagoniste, donc Jack Lucas, joué par Jeff Bridges, qui est en fait vraiment le mec, le présentateur radio horrible. Une espèce de Howard Stern, je pense, c'était un peu l'inspiration. You got a hot little body. Thank you very much. I could see you like girl on girl action. I could see you with two guys. Donc qui est horrible avec ses auditeurs. T'es obligé de te rappeler qu'on t'avait fait demander en mariage la caissière d'un hypermarché qui t'avait tellement branché, tu te rappelles pas sa réaction. Donc il est vraiment au-dessus du monde. Il a son penthouse, sa petite amie top modèle et tout va bien dans sa vie. Il est juste odieux, par contre, il a aucune empathie. C'est vraiment le youpi par excellence, pas le trader du coup, mais vraiment le mec dans le showbiz dans les années 80-90. Et un jour, malheureusement, suite à un appel d'un de ses auditeurs, il dit les trucs qu'il faut pas et il y a un drame qui se passe. Un drame vraiment qui fait que toute sa vie plonge complètement. On le retrouve quelques années plus tard. Il est en couple avec Anne, donc jouée par Mercedes Ruehl, qui est donc une femme qui tient un vidéoclub. Ils vivent au-dessus du vidéoclub. Alors elle, c'est vraiment la feisty meuf des années 80-90 qui se laisse pas faire et tout. Parce que c'est à cause de l'homme qu'arrivent toutes les merdes. Mais pas du tout un cliché. C'est vraiment génial, c'est qu'elle est ultra féminine, dans les looks, pensée un peu à une nounou d'enfer. Sauf que elle, pour le coup, c'est vraiment une self-made woman. C'est-à-dire que c'est elle qui tient la caisse, c'est son vidéoclub, et limite, c'est lui le parasite qui est là tout le temps en train de se plaindre. Ah, si j'étais pas descendu, j'aurais ma propre sitcom, j'aurais machin, et ainsi de suite. Donc il est pas bien, il est vraiment dépressif. Et un soir, il croise la route de Paris. Et laissez ce chevalier errant. Je te parle chinois ou quoi? Joué par Robin Williams, qui est donc un SDF complètement illuminé. De quoi? J'ai de la compagnie. Qui, il est persuadé, donc, doit trouver le Graal. En fait, c'est sa quête. Les petites fées lui ont dit qu'il doit trouver le Graal. Jack Lucas, donc le personnage de Jeff Bridges, se sent redevable vis-à-vis donc de Robin Williams et va l'aider en fait à conquérir une femme dont il est tombé amoureux, jouée par Amanda Plummer. Donc si vous voyez pas qui c'est Honey Bunny au début de Pulp Fiction. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Quelle sale boîte! Ah, oui, c'est vrai, c'est nul ça. Hein. Qui joue Lydia, qui est une fille qui bosse dans l'édition, une espèce de fille un peu timide, mais en même temps pas une manic pixie dream girl puisque elle parle un peu mal aux gens. Est-ce que c'est Phyllis qui vous a dit de m'appeler? C'est Phyllis de la comptabilité qui a fait ça. Elle est un peu antipathique, en plus de son côté maladroit et ainsi de suite. Donc tous les personnages en fait sont vraiment complexes, sont super parce qu'il n'y a pas de cliché. Il n'y a vraiment pas de cliché. On part du cliché, on n'y arrive jamais. Oh, je sais pas d'où ça sort des fois, mais putain, mais tu vois ce que je veux dire, mais je me fais peur quoi. Comme disait Hitchcock, vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. Bah là c'est exactement ça. C'est en fait, ils ont tous
des vies intérieures, des richesses qui sont extraordinaires. On est donc dans le New York des années 80-90 avec cette espèce d'univers un peu alternatif, des SDF, donc la cour des miracles, hein, vraiment. Donc on retrouve un peu le côté Terry Gilliam, aussi le côté hôpital psychiatrique qu'on retrouve aussi dans l'Armée des 12 singes. Donc très presque bizarre, en fait, vraiment ce monde parallèle. Et on a aussi le côté un peu mystique qui est vu à travers les visions de Paris, qui au début peuvent être un peu, féeriques, un peu positives, et qui vont très vite tourner à quelque chose de beaucoup plus traumatique. Et on comprend très vite donc que Paris, il y a quelque chose qui fait qu'il en est là en fait, et qui sera révélé au fur et à mesure du film. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on est à la fois dans une comédie, parce qu'il y a des moments un peu complètement loufoques, complètement farfelus, complètement limite absurdes en fait, qui n'ont aucun sens dans la vraie vie. Et en même temps, on est dans quelque chose d'extrêmement dramatique et de réaliste par rapport en fait à la culture de l'humiliation et du plus fort aux États-Unis. C'est-à-dire, on est toujours plus fort que quelqu'un d'autre, on va toujours écraser quelqu'un d'autre. Et ce film, en fait, il est une ouverture à la fantaisie, à la bienveillance, à l'aide. Il a du cœur. Oh, Jack, que dans cette ville d'enfoirés blasés, tu puisses... Putain, mais ferme ta gueule, putain. Vous entendez? Je suis ma boule de ce type. À aller au-delà de ce que les gens, en fait, nous présentent. C'est-à-dire que, donc Paris, pour le coup, on se dit juste, c'est un mec, c'est un fou, il parle à des petites fées et tout. On va plus loin, il y a autre chose. Jack Lucas, c'est juste un connard, il y a autre chose. Elle tient un vidéoclub, elle est gros nichon, elle se laisse pas faire, il y a autre chose. Enfin, pareil, Lydia, enfin, tous les personnages, ces 4 personnages, vont en fait s'entrechoquer, vont se céder, s'offrir l'un l'autre. Enfin, c'est... Et à la fin de ce film, on est ému, on a pleuré, on rit, on... Yeah, that was sad, but it made me feel good. Yeah, it's cathartic. Cathartic? Yeah, What's cathartic? that's when it's good to be sad. Oh, that's good. Il y a une vraie histoire d'amitié aussi, au-delà de la romance, que ce soit entre Jack Lucas et donc sa compagne, donc une romance un peu réaliste dans le sens où il y a de la dispute, il y a des rancœurs et ainsi de suite, et une romance justement vraiment de séduction. Comment séduire l'autre quand l'autre en fait a laissé tomber l'amour finalement, et quand la première personne qui veut séduire, lui, se dit qu'il n'est pas digne de quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de choses qui sont traitées. Aussi les classes sociales évidemment, hein, puisqu'il y a aussi ce regard sur les SDF. Je n'ai pas de monnaie, est-ce que tu... Moi, je ne baisse pas ma glace. Eventually. On regarde dans la salle, ça te pose un problème, du con? On regarde dans la salle, on a le droit. So beautiful. Il y a une scène d'ailleurs géniale entre Jack Lucas et donc un SDF, alors je sais pas si on sait son nom, mais qui est joué par Tom Waits, qui est un habitué donc de Terry Gilliam, qui joue en fait un ancien du Vietnam. Et il y a vraiment toute une discussion justement sur, voilà, les gens préfèrent me donner de l'argent et pas me regarder, et pas se rendre compte de ce qui se passe, plutôt que, voilà, ils achètent leur conscience, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont traitées. Moi, ce film, j'ai vraiment j'ai une tendresse toute particulière, parce que déjà, il y a la chanson titre qui est la berceuse que je chante à ma fille tout le temps. Hein. I like New York in June. C'est pas ma place. Comme tout le monde. I like a Gershwin too. Ils sont pas coincés, allez! Il y a Riggs, qu'est-ce que t'as? Je peux pas vous le montrer, mais il est les pattes comme ça, là. Ça va mieux? Je peux parler du film? Bon, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai une tendresse toute particulière pour ce film, parce qu'il m'a vraiment, dans des moments un peu de blues et ainsi de suite, c'est vraiment un des films, je pense, qui me tire vraiment de ça. Donc je le conseille vraiment en feel-good movie, dans le sens où c'est pas sirupeux, c'est pas juste du sucre. Il y a aussi un petit peu de réflexion sur des choses mélancoliques, sur la dépression, sur beaucoup de choses. Alors, étrangement, ce film, moi, je le connais beaucoup, enfin, je le connais même presque que en VF. Alors, pourquoi? J'ai une excuse. Attention, je ne fustige pas la VF, parce que moi, justement, je fais partie de ces personnes, je regarde tous les films en VO avec les sous-titres en anglais, mais je suis prête, en fait, à donner une chance à la VF quand il y a un vrai travail d'adaptation et que le doublage, en fait, ajoute une valeur ajoutée. Je t'ai fait sourire quand même. Et je me laisse tutoyer par des gens pareils, j'y crois pas, moi. Là, pour le coup, ce film, pourquoi je l'aime en VF? Parce que j'ai découvert en VF, tout simplement, parce que on l'a loué en VHS dans un vidéoclub, on était en vacances.
On a même loué d'ailleurs The Fisher King et Le Sens de la vie, qui est mon film préféré des Monty Python, et on l'a aussi du coup vu en VF. Donc je vous dis pas, les Monty Python en VF c'était quelque chose, hein. Je fais une parenthèse, mais bon, il y a une scène avec John Cleese qui est doublé par le doubleur de Sylvester Stallone. Donc là, la VF est vraiment géniale. Il y a un moment, il chante une chanson, pareil, qui c'est Lydia, la reine du tatouage, et je l'adore en français, enfin voilà. Quand elle bouge, attention, ça n'a rien de bidon. C'est comme Michael Jackson. Oh. Ok. La VO est très bien aussi, hein, évidemment, comme tous les films en VO, c'est toujours mieux en VO, mais là, pour le coup, moi, j'adore la VF. Donc, si vous êtes quelqu'un qui préfère la VF, vous pouvez le regarder en VF, vraiment, la VF est géniale, donc ça ne vous gâchera pas le plaisir du film, bien au contraire. Et évidemment, si vous préférez la VO, bah, regardez-le en VO, bien sûr. C'est une découverte à faire par soi-même, j'essaie d'en dire le moins possible. Voilà, il y a un univers, il y a vraiment l'univers de Terry Gilliam, il y a ses premières, je pense... pas tic de mise en scène parce que c'est un peu péjoratif, mais oui voilà, les grands angles, les côtés un peu les fous, mais ce regard tendre sur les fous, une amitié un peu absurde, un peu comment dire qu'on n'attendait pas, mais qui va aider ces deux mecs à s'épanouir. Même les deux femmes, en fait, les deux femmes, il y a aussi de la sororité dans le sens où au début on sait pas trop et elles vont même elles-mêmes se découvrir des affinités et devenir amies alors qu'elles n'ont pas forcément particulièrement d'amies femmes. Et ce film est vraiment pour tout le monde. Alors je déconseille de le montrer à des enfants trop jeunes parce qu'il y a des scènes assez dures. Ça parle donc voilà de sujets de société aux États-Unis. Riggs, tu peux éviter de te mettre contre le pied de la caméra? Tiens, viens ici. On va finir. Voilà, comme ça. En plus, Shiba apparemment c'est de valeur ajoutée. Donc on va finir le truc comme ça. Je sais pas s'il est sur Netflix ou Amazon. Il doit se trouver, je pense, hein, même sur Canal ou un truc comme ça. De toute façon... il se trouve facilement en DVD aussi. Moi, je sais que j'ai une zone 1 quand il n'était pas vraiment connu en France, mais il y a une réédition depuis, donc je pense qu'il doit se trouver très facilement. C'est un chef-d'œuvre. Oh ouais. Pour moi, j'ai rien à redire sur ce film. Je crois que c'est même, je pense, pour moi, c'est le meilleur film de Terry Gilliam. Plus que, enfin, je sais que tout le monde va dire L'Armée des 12 singes ou voilà, ou Brésil. Oui, oui. Mais pour moi, celui-là, en fait, il réunit un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre justement comédie, drame. Critique de la société et en même temps voilà vraiment une maîtrise de la mise en scène. Voilà. Riggs, tu dis au revoir? C'est la mue. Oh la vache, il y en a partout. Oh. Allez, viens, on s'en va. Oui, d'accord. On s'en va. Pour vous dire à quel point en fait ce film il compte pour moi, c'est que j'ai quand même fait un tatouage dessus. Wow. Si vous voyez le film, vous comprendrez la référence. Voilà. Stop it. Get some help. Salut et arrivederci. Aujourd'hui, j'aurai une petite pensée pour vous alors que vautré à l'arrière de ma limousine, je tirerai la Lolita de mon choix.